Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Alors c'est le premier de l'année, donc le premier webinaire de l'année 2022. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2022. Je pense que David et Philippe se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette année, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui touche énormément les TPE en ce moment. Ce sont les difficultés de recrutement. Nous allons commencer du coup d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous allez pouvoir poser vos questions depuis l'onglet questions qui se trouve sur votre chat tout au long du webinaire et nous y répondrons. Tout au long du webinaire et aussi il y aura une partie questions à la fin. Donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Nos intervenants sont là pour y répondre. Donc, au programme ce soir, une courte présentation de Rivalis, donc pour que vous sachiez qui nous sommes, et la présentation de nos super intervenants de ce soir, et nous passerons au webinaire tout de suite après. Donc, on va pouvoir commencer donc sur la présentation de Rivalis, donc qui sommes-nous? Alors, Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants. On a 27 ans d'expérience maintenant car Rivalis a été créé en 1994. On a 730 conseillers en France et en dom-tom. Donc, à moins d'une heure de chez vous, vous avez forcément un conseiller Rivalis pas loin, à proximité, qui va pouvoir venir en aide et vous accompagner si vous en avez besoin. On a 87 395 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens paysan, le bon sens pratique. Et c'est surtout notre feuille de route. C'est-à-dire qu'on utilise toujours le côté pratique, le bon sens pour répondre au mieux à l'ensemble des enjeux et des problématiques des dirigeants. Notre objectif ultime, que le patron soit serein dans son quotidien. Donc c'est vraiment la chose qu'on recherche quand un conseiller accompagne un patron. 93% de satisfaction client. Donc ça, c'est un chiffre qu'on mesure régulièrement. Et donc, deux chiffres avant de présenter nos intervenants. On a plus 71% de sérénité pour un patron qui est accompagné par un conseiller rivaliste et plus de 40% de résultats. Donc, c'est vraiment du résultat. On ne parle pas de chiffre d'affaires, c'est vraiment du résultat. Et ce sont bien évidemment des chiffres que nous mesurerons régulièrement également. Alors, voilà ce qu'il en est pour la présentation de Rivalis. Je laisse maintenant la parole à David et Philippe pour qu'ils se présentent. Donc, Philippe Dubois, donc, je suis conseiller Rivalis depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis basé du côté de Clermont-Ferrand et donc je rayonne sur ce côté-là de l'Auvergne et je m'occupe beaucoup d'artisans et d'industriels. David Ferrari, je suis conseiller moi sur l'axe Lyon-Saint-Étienne, plutôt spécialisé auprès des artisans et des commerçants. Ok, bah parfait, merci beaucoup à vous deux. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet et du coup, donner nos conseils pour faire face aux difficultés de recrutement. David, je te laisse la parole sur le sommaire. Eh ben, on va vous faire rapidement un constat de la situation. Hein. Je pense qu'elle est suffisamment partagée et les difficultés sont vécues par tous, donc on ne va pas s'appesantir dessus. On va surtout aller dans le vif du sujet très rapidement et on va y passer pas mal de temps en vous listant réellement des actions, des pistes de solutions, puisqu'on pense que c'est avant tout ce que vous êtes venu chercher. Donc, on va prioriser ça sur les solutions pratiques. Et puis, on vous parlera quand même de une embauche, ça ne se résume pas qu'à trouver la personne adéquate. Ça va un peu plus loin, il faut la réussir, donc on vous dira comment.
En tout cas, on vous donnera pas mal de conseils là-dessus avec notre expérience et des solutions pratiques. Et puis, on finira par une ouverture sur éviter de gérer l'urgence. C'est quand même moins de stress, plus de sérénité. Et puis, c'est aussi quelque part un peu notre mantra à nous, d'essayer d'apporter de la sérénité et une vision de l'avenir aux chefs d'entreprise que l'on accompagne. Donc, on en parlera aussi, on clôturera notre présentation sur ce sujet-là. Philippe, je pense que peux nous dresser un état de la situation. Oui, un constat rapidement. Donc, je pense qu'il est partagé par beaucoup de patrons, hein. Il y a actuellement, dans les rendez-vous que l'on a, on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des besoins de main-d'œuvre parce que l'économie est repartie. Il y a des vrais besoins, une vraie demande. Une première difficulté, c'est l'expérience des candidats. Beaucoup de patrons nous disent qu'ils voient peu de candidats et des candidats qui n'ont pas les qualifications qu'ils recherchent. Et la problématique que ça pose, c'est que souvent les patrons que l'on rencontre sont en train de chercher à recruter pour traiter des commandes ou des chantiers qui sont urgents et n'ont pas beaucoup de temps pour former des candidats. Et c'est une vraie difficulté. On voit un certain nombre de patrons qui abandonnent des projets à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. On voit aussi dans cette période une augmentation des démissions. Et donc, du coup, ça exacerbe ce problème et ce besoin de recrutement. Ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est que quand on discute avec les patrons, on voit qu'il y a chez certains un fort ressenti sur le recrutement et sur les candidats. Alors ça, je pense que c'est important de l'évacuer quelque part, parce que effectivement, on entend souvent en France, les gens sont assistés, ils veulent pas travailler, les jeunes veulent pas travailler, ils sont pas motivés. Je pense qu'il faut. Enfin, alors derrière tout ça, il y a des réalités, hein. C'est vrai qu'en France, on assiste beaucoup, mais une fois qu'on a dit ça, on ne va pas y changer grand-chose, et donc il faut faire avec. C'est-à-dire que le message important, c'est vrai qu'on peut avoir un ressenti par rapport aux difficultés de recrutement, mais quelque part, le besoin, il existe et il faut passer au-delà de tous ces sujets. Les candidats aujourd'hui, c'est plus le candidat qui choisit son entreprise que le patron qui choisit le candidat. Et c'est vrai que des fois, on voit passer des gens bien et on n'arrive pas à les capter. Et le message important face à ce constat, je pense, c'est de se dire que chaque patron doit réfléchir à comment prendre en compte toutes ces contraintes pour pouvoir attirer des candidats. Voilà, c'est un peu en suite du constat, c'est un petit peu le message important. Du côté patron, il y a un vrai effort à faire pour attirer des gens. Voilà. Et puis maintenant, on va passer sur les cas un peu plus concrets et les recettes. Juste pour finir avec ça, en fait, Philippe, ça veut dire qu'on peut dire que c'est pas une question de rapport de force, c'est juste une question plutôt de séduction. On va dire, arriver à attirer du monde avec ses avantages. Ce serait plutôt ça. C'est exactement ça. C'est l'entreprise doit être attirante. Et effectivement, aujourd'hui, un candidat, il y a des gens qui cherchent du boulot, mais ils ont aussi un certain nombre d'exigences. Et si on n'en tient pas compte dans le recrutement, eh ben, on passe à côté de gens bien. Ok. Alors, première solution, compte tenu de cette situation, hein, ce que tu as dit, Philippe, avec beaucoup de demandes, peu d'offres, on va dire, de travail, et puis en plus cette disproportion accentuée par les démissions. La première solution qu'on peut chercher, c'est avant de recruter, puisqu'on sait que c'est quand même un process un peu long et puis surtout un peu compliqué, c'est de chercher des solutions alternatives. La première solution alternative, pour parer au plus pressé, ça peut être la sous-traitance auprès d'un prestataire. Éventuellement, ça peut être une réaffectation de personnel
à l'intérieur de l'entreprise, là encore, de manière ponctuelle, avec son accord aussi naturellement, parce que le droit du travail est quand même relativement protecteur. Mais dans les petites structures que nous, on accompagne, on voit qu'il y a quand même un bel état d'esprit et de la volonté et de la disponibilité du personnel. Ça peut être réalisable, voire aussi la réaffectation d'un membre, d'un membre de la direction. Pourquoi pas temporairement, eh ben, on abandonne un peu et on revient plus dans de la production ou dans de la vente plutôt que dans du management, de la direction ou d'aller chercher des clients. Peut-être ça peut être une solution, certes temporaire, mais ça peut l'être. De même, on peut essayer de voir si on peut reporter des chantiers ou reporter des commandes. Euh, une modification du planning peut des fois, avec là encore tout le sens commercial qu'il est nécessaire d'avoir auprès des clients, mais on peut avoir des fois pas mal de solutions. Moi, j'ai l'exemple concret d'un client qui a même proposé une remise à un de ses clients pour reporter sa commande d'un mois. Vous acceptez qu'on fasse le travail un mois plus tard, je vous fais une petite remise supplémentaire pour faire passer la chose plus facilement ou pour reconnaître l'effort du client. Ça peut être une solution. Enfin, solution ultime, c'est carrément le refus de prendre des chantiers supplémentaires, le refus de prendre une commande si le client n'est pas ouvert. Alors c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur, c'est ce qui est plus difficile, et je sais auprès de petits patrons, hein, je le vois tous les jours, savoir dire non, c'est très compliqué. Malgré tout, il faut toujours mettre en balance, c'est la situation de l'entreprise, ne pas se mettre en danger en acceptant du travail, en acceptant une charge de travail supplémentaire que l'on n'est pas prêt à pouvoir faire. Ou alors à mal faire parce que le temps, parce que les bras manquent. Attention à ça. Bien sous-peser les différentes conséquences. Ok, alors ça, c'est vrai que c'est des solutions vraiment dans l'urgence, mais je pense que c'est des solutions qui ne peuvent pas perdurer dans le temps, parce que sinon, ça devient compliqué aussi. Donc, quelles sont du coup les solutions pour vraiment que ce soit vraiment juste dans l'urgence, enfin vraiment que ce soit juste une période de transition avant de vraiment pouvoir avoir un vrai candidat qui va pouvoir reprendre le poste. J'ai aussi un message là de quelqu'un qui nous regarde qui dit que même sans demande d'expérience et sans diplôme, euh, avec une disposition de l'entreprise à former, on a du mal à trouver des candidats. Donc, même quand on ne demande pas forcément grand-chose, on a du mal. Donc, Philippe, peut-être que tu peux nous donner des solutions pour ça. Alors oui, on va poursuivre. Effectivement, les exemples qui ont été donnés par David, ça permet de gagner du temps pour permettre de faciliter le recrutement et d'avoir du temps pour faire. Après, ce qu'il faut voir aussi, et ça c'est l'expérience qui parle, hein, beaucoup de besoins ne sont pas satisfaits parce que le poste proposé n'est pas correctement défini. Et je n'ai pas de chiffres à mettre en face, mais effectivement, si le poste n'est pas clairement défini, s'il n'est pas clair pour le candidat en face, étant donné qu'il a d'autres propositions, eh ben il va aller voir ailleurs. Donc c'est vraiment la première chose à faire, c'est de s'écrire correctement une fiche de poste. David vous donnera juste derrière un exemple de fiche de poste, mais c'est en se posant quelques questions simples, hein. C'est quoi la raison d'être du poste? Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? C'est vraiment cette partie-là, l'expliquer au candidat, c'est quelque chose d'important. Définir correctement les missions principales, il n'y en a pas beaucoup, et ça permet de proposer quelque chose de clair. Éviter de rentrer dans les tâches directement. C'est important de bien mesurer l'enjeu pour l'entreprise et être capable de le communiquer. Comme vous allez être aussi dans un recrutement dans l'urgence,
comme le disait la personne tout à l'heure, vous allez voir des candidats, mais ils vont pas avoir toutes les compétences. Donc c'est important en amont de bien se poser la question, quelles sont les compétences qui sont indispensables pour tenir le poste et quelles sont les compétences sur lesquelles on va pouvoir faire une impasse plus ou moins importante et sur laquelle on pourra, comme le disait la personne, former et s'y préparer en fait. Ces compromis-là, ils sont importants. Enfin, c'est important de les anticiper pour qu'effectivement, quand on a la chance de voir des candidats, on ne laisse pas passer quelqu'un qui pourrait donner satisfaction. Il y a évidemment se poser la question du comportement qui est attendu parce que on parle des expériences et des compétences, mais c'est quand même avant tout le comportement des salariés qui est important et qui fait que les choses se passent bien derrière. Donc bien réfléchir à ce qu'on attend d'un candidat pour qu'effectivement dans l'entretien mesurer si la personne va donner satisfaction de ce point de vue-là aussi. Donc, une fois qu'on a rédigé cette fiche de poste, derrière, il faut rédiger une annonce. Alors là, c'est pareil, le message important, c'est simple et clair. Hein. On verra quelques exemples d'annonces derrière. La raison de l'entreprise, c'est ses enjeux, son savoir-faire. Où est-ce qu'elle est localisée, l'intitulé du poste et où est-ce qu'il faut envoyer les candidatures. En fait, il faut faire simple, il faut attirer l'œil. C'est vraiment ça. Quelque part, faut être sexy, faut donner envie, quoi. Donc, on voit des annonces très compliquées. Hein, on verra tout à l'heure. Là, le message, c'est faites simple et attirez l'œil. Alors peut-être David, tu peux présenter un exemple de fiche de poste parce que c'est vraiment important et ça permet derrière on le retrouvera, on le réutilisera plus tard. Alors là, c'est peut-être un peu sombre, mais l'idée, c'est une vraie fiche de poste là, que je vous présente pour un client TP qui cherchait un chef de chantier. L'idée, c'est bien de situer. Il y a une partie qui est plus, on va dire, destinée à l'employeur, donc au dirigeant, pour réellement savoir comment est-ce qu'il positionne le poste dans son organigramme, et puis comment est-ce que l'employé lui aussi devra, du moins le chef de chantier devra se situer, qui il a sous ses ordres et de qui il dépend. Et puis après, il y a toute une partie sur ses missions, les missions qu'il doit remplir. Donc là, on en revient bien à ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, pour être au clair sur les tâches à faire, au clair pour celui qu'on recrute, mais aussi pour le recruteur. Je pense que c'est aussi important. Là, on verra ça dans les attendus pour bien réussir un recrutement. C'est aussi important de savoir ce que l'on attend réellement de la personne que l'on a en face de soi pour pouvoir l'évaluer et savoir s'il fait bien l'affaire, on va dire, ou en tout cas s'il correspond bien aux besoins de l'entreprise. Donc là, comme ça, en listant les missions, ça permet de les définir. Une petite partie sur le degré d'autonomie sur chacune des missions. Et puis, ce qui est important, et de plus en plus important, puisqu'on n'arrête pas d'en entendre parler, les soft skills, donc les compétences, on va dire, comportementales et autres. Et je pense que ça peut faire partie, éventuellement pour certaines, de l'annonce. Et surtout, on le verra après, ça peut être des critères d'évaluation d'un candidat par rapport à l'autre. Puisque la plupart du temps, les compétences techniques, on va dire qu'elles sont à peu près remplies, mais il faut aller au-delà et d'évaluer les candidats sur ces soft skills, et c'est pas mal, à condition, là encore, de les avoir notés, d'y avoir réfléchi avant. C'est pour ça que cette fiche de poste peut aider. Et donc, on les retrouve, Philippe, dans les annonces que tu as pu nous trouver. Oui, alors dans les annonces, je vous ai mis quelques exemples simples. Hein. Voilà, il y a typiquement deux annonces qui sont que je trouve plutôt bien faites, qui vraiment attirent l'œil, qui donnent finalement relativement peu d'informations, mais suffisamment pour dire voilà, il y a un poste et que la personne se dise que le candidat se dise ça m'intéresse. D'aller dans cette entreprise. Et vous voyez, celle qui est en bas, elle est quasiment illisible.
Et effectivement, elle rentre beaucoup trop dans les détails. C'est pas attirant. Donc vraiment, faites des annonces simples. L'objectif, c'est d'attirer le candidat pour qu'il ait envie de vous envoyer une candidature, quoi. C'est vraiment ça. Il faut pas faire plus compliqué que ça. C'est pas la peine de rentrer dans les détails dans l'annonce. Vous aurez tout le temps de le faire et ce sera bien plus efficace de le faire quand vous aurez les gens en face de vous. Mais surtout qu'après, je pense que au niveau des annonces qui sont vraiment complètement détaillées comme celles qu'on voit en bas là, je pense qu'il y a des choses aussi qui peuvent peut-être même freiner les candidats Absolument. à postuler parce que ils vont se dire ah non mais alors ça par contre je sais pas faire ou je connais pas ou voilà et du coup ils se disent bon bah c'est un critère qui est important et finalement ben l'entreprise peut peut-être passer à côté de certaines personnes qui Tout à fait. pourraient faire l'affaire et qui pourrait apprendre aussi du coup et se former sur certaines choses qu'il ne connaît pas. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vraiment de donner envie à quelqu'un de poser sa candidature en mettant un intitulé de poste simple dans lequel les gens peuvent se reconnaître en se disant ah bah oui moi je sais faire ça, c'est un boulot que je saurais faire. Donc je vais y aller même si elle n'a pas tout le détail. Et puis mettre en valeur, essayer de mettre en valeur au maximum l'entreprise dans l'annonce pour montrer, pour vraiment pour donner envie en fait. Moi, j'aime beaucoup l'annonce, celle qui est offre d'emploi. Alors, vous pouvez pas le lire là, mais ça donne finalement la vision du patron sur son entreprise. Et du coup, c'est de nature à attirer des gens à venir. Ok, En fait, et on a juste ouais, pardon. pardon. On disait Non? toujours qu'un entretien de recrutement, c'était au candidat de se vendre. Et finalement, maintenant, on voit que la vente doit être faite des deux côtés, en fait, hein. Chacun vend à quelque chose à vendre. J'ai un poste, j'ai peu de candidats, et ben, il va falloir que je vende mon entreprise pour qu'au moins un de ces candidats qui me convient, qui s'est bien vendu, ben, vienne chez moi et soit intéressé par venir chez moi. C'est vrai que la marque employeur, c'est super important et c'est de plus en plus important. Et on a aussi une question qui vient de tomber. Est-ce que vous auriez des astuces pour évaluer les soft skills? Hein. On va le voir tout à l'heure en partie Ok. avec la grille d'évaluation, parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus difficile que d'évaluer quelque chose de subjectif. Donc, il faut à tout prix le rendre, on va dire, avec tous les guillemets possibles, le plus objectif possible. Donc, pour ça, ben, on vous présentera deux axes pour les évaluer au mieux, pour tenter de les évaluer au mieux. Ouais, on a quelques petits. Ok, parfait. Donc, ben, on peut continuer. Et donc, Ah, ouais, non, ouais, j'allais dire, ça va répondre en partie à la question de la personne tout à l'heure, David. ouais, ouais, c'est vrai. On, on a vu donc les solutions alternatives lorsqu'on a un besoin de recrutement. On a vu la préparation nécessaire avec une fiche de poste et une annonce correcte. Maintenant, c'est communiquer pour essayer de toucher le candidat. Et bien pour ça, on vous dit, ne vous limitez pas. Alors, on vous a fait toute une liste à l'après-vert. Éventuellement, je pense que si vous êtes intéressé, vous vous adresserez à Pauline qui vous fera parvenir ça plus lisiblement, on va dire. Mais ne pas hésiter, hein, je pense que tu es d'accord avec moi, Philippe, ne pas hésiter alors là à ratisser le plus large possible là-dessus. Donc, bah, je vais vous en lire quelques-unes et puis éventuellement, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires éventuels. Euh, la première des choses, celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est l'agence de recrutement, mais aussi Pôle emploi, même s'il est décrié, et je le vois auprès des chefs d'entreprise auxquels je m'adresse, Pôle emploi a quand même le plus grand fichier qui soit de personnes en recherche d'emploi ou de compétences disponibles. Il y a naturellement passé une annonce. Donc on vous en a parlé de cette rédaction. Maintenant, c'est où? Ben, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Facebook pour les petites entreprises, c'est très porteur, mais aussi sur les sites internet.
Il y en a des gratuits qui sont très consultés, par exemple Le Bon Coin, tout simplement, mais d'autres aussi tout aussi réputés, même si pour certains ils sont payants. Indeed, Monster.fr, ils donnent des résultats dans certains cas très satisfaisants. Les journaux locaux, naturellement, le papier a encore des vertus, hein, et permet de toucher une clientèle, du moins permet de toucher des gens potentiellement autour de soi facilement. Activer ses réseaux, généralement ses réseaux pro. Si vous connaissez dans la même profession, si vous avez des collègues, si vous avez des fournisseurs très importants. Moi, je vois que là, pour des clients commerçants, leur fournisseur leur a adressé pas mal de candidatures, ou du moins a fait passer le mot, et ils ont pu recruter comme ça pas mal de monde. Mais aussi vos réseaux perso, la famille, on oublie très souvent, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça marche quand même, ça peut marcher pas mal. Les voisins aussi, pensez à vos voisins. Là, dernièrement, j'ai recommandé une de mes voisines parce que je savais qu'elle était en recherche ou elle avait travaillé dans le domaine. Je lui ai proposé, tiens, ça t'intéresserait pas? Je connais un commerçant qui a besoin. Ah bah si, pourquoi pas. Voilà, elle va poser sa candidature. Donc là aussi, n'hésitez pas, n'ayez pas d'obstacles, ne vous mettez pas d'obstacles, pas de limites. Contactez quand vous connaissez des candidats potentiels ou qui pourraient correspondre. Impliquez aussi une chose importante, vos salariés actuels. J'ai un client maçon qui a recruté un employé, alors que c'est une denrée rare, le maçon de nos jours, très très rare même, et bien, il a pu recruter grâce à un de ses employés qui lui a recommandé quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, je ne sais pas, hein, c'est une simple suggestion de ma part, leur verser peut-être une petite prime pour les inciter ou alors pour les récompenser. Si vous ne voulez pas que ce soit dit de cette façon-là, mais ça peut être une récompense ou un chèque cadeau ou je ne sais pas, des petites choses, ça fait toujours plaisir et puis c'est une bonne reconnaissance aussi et ça permet d'entretenir ce flux-là éventuel. Une chose aussi qui est toujours d'actualité, c'est garder bien les contacts ou du moins les coordonnées de vos anciens stagiaires, alternants, intérims et autres, surtout quand ils vous ont donné satisfaction, ou voir si vous avez un besoin très ponctuel, ça peut être intéressant éventuellement de voir s'ils seraient intéressés, toujours disponibles. À plus longue échéance, contactez les écoles qui forment au métier dont vous avez besoin. C'est peut-être sur du plus long terme, mais c'est intéressant. Et puis une piste qu'on oublie souvent, du moins qu'on oublie tout le temps, je pense, on n'y fait pas assez appel, c'est les seniors. N'oubliez pas les seniors. Il y a des sites spécialisés pour des seniors. Là, vous aurez quelqu'un de formé, de compétent, et qui sera toujours en capacité de travail, et qui sera surtout motivé pour travailler. Il y a des sites spécialisés type tipeeejob.com et il y en a d'autres encore qui existent. Donc, ça peut être là aussi une piste à voir. Et puis la proximité. N'oubliez pas les commerçants de votre quartier, le boulanger, le boucher, le primeur, la coiffeuse aussi qui parle peut-être beaucoup. Ça peut être important. Laissez-leur dans certains cas des petites annonces avec votre numéro de téléphone détachable. Ça peut donner des résultats. Ne vous bloquez sur rien. Et puis, naturellement, utilisez tous les supports à votre disposition. Hein, je pense là-dessus, on est d'accord, Philippe. Les véhicules, l'entrepôt, vos tickets de caisse si vous êtes commerçant, restaurateur, vos factures éventuellement, joindre avec vos factures ou carrément sur vos factures si vous pouvez. En tout cas, sur le site internet, enfin partout, ouais, c'est clair. N'hésitez pas. Utilisez tout ce qu'il est possible.
Ouais, dans la liste, il y en a un que tu as zappé et qui est important aussi, auquel les gens font pas forcément appel quand ils cherchent quelqu'un de pérenne, c'est les agences d'intérim. Mais en fait, toutes les agences d'intérim proposent des contrats d'intérim, mais aussi des contrats à durée déterminée. Donc, n'hésitez pas à contacter les agences d'intérim autour de vous, même si vous cherchez directement un CDI. Alors, elles vous proposeront des contrats qui prendront en compte le fait que la personne sera en CDI, mais c'est aussi une piste. C'est des gens qui ont des fichiers de candidats importants. Tout à fait. Voilà, Oui, enfin, oui. je pense que c'est ce que tu as dit au départ, David. Dans cette phase-là, ne pas se limiter, enfin, tous les moyens sont bons pour récupérer des CV, pouvoir voir des candidats. C'est vraiment le point le plus important. Et si vous avez des bonnes idées autres que celles qu'on a mises là, on est preneur, parce qu'il y a sûrement d'autres choses. Vraiment, faut tirer partout pour arriver à avoir une chance de voir des gens, en fait. C'est vraiment ça qui est important. J'en vois d'ailleurs une de bonne idée là par Jérôme, qui est dans le 43. Il nous dit d'utiliser aussi les alertes sur le site Bodac lorsque les entreprises sont en liquidation pour Sûr. éventuellement contacter le liquidateur et lui demander si du personnel Tout à prêt à fait. recaser. Ce sera Tout à fait. intéressant. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une très bonne idée, tout à fait. Merci Jérôme. Ok, parfait. Bah, tu m'as soufflé l'idée, donc on peut continuer. Donc là, en fait, on vient dire, on a eu notre annonce, on l'a publiée partout, donc normalement, on devrait recevoir des candidats. Ouais. Et Normalement. donc là, effectivement, il y a une partie sélection des CV, choisir les quelques CV qui vous paraissent le mieux correspondre à votre besoin. C'est important Attendez, j'écoute. Pardon. C'est effectivement, oups, c'est Siri qui me dérange. C'est effectivement important de récupérer le maximum de CV parce que il faut pouvoir voir plusieurs personnes. Il faut pas, dans les entretiens, il faut pas se limiter à une personne. Il faut vraiment arriver à en voir plusieurs. C'est pour ça que c'est important de faire feu de tout bois dans la phase précédente pour maximiser les chances de voir 2 ou 3 personnes. C'est vraiment un minimum. Et une fois que vous avez sélectionné ces candidats, donc les voir. Alors tout ça, il faut essayer de le faire le plus rapidement possible, hein, parce que les candidatures sont éphémères. On l'a pas trop écrit, mais à partir du moment où quelqu'un se propose, fixer un rendez-vous le plus rapidement possible. Il va peut-être avoir des propositions en parallèle, et c'est aussi le premier qui tire qui a une chance de gagner, hein. Donc ça, c'est vraiment un autre point. Faut être rapide, hein, dans le recrutement. Donc, première chose dans l'entretien, comme on l'a dit, il faut vraiment vendre l'entreprise. C'est la première chose à faire, c'est présenter l'entreprise, la mettre en valeur, montrer ce qu'elle apporte par rapport aux autres entreprises, expliquer ce que comment vous voulez développer votre entreprise, ce qui est important pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous attendez? Donc ça, c'est vraiment sur la partie entreprise, qu'est-ce qui la distingue? Ensuite, c'est d'être très très clair sur l'emploi proposé. Là, c'est le moment d'utiliser justement la fiche de poste que vous avez rédigée précédemment, hein, avant de passer les annonces, et de vous en servir pour décrire le poste et de regarder comment le candidat réagit à cette description de poste. Et derrière de le faire parler. Donc c'est vraiment il y a en gros un tiers de l'entretien qui va être vous présenter et présenter le poste. Et puis après, il y a 2 tiers de l'entretien, c'est au candidat à expliquer ses expériences. Et là, il faut vraiment le faire parler, ses expériences, ce qu'il attend, quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il pense pouvoir apporter sur le poste tel que vous l'avez décrit. Qu'est-ce que des questions bateaux, mais qui sont extrêmement importantes, hein. Qu'est-ce qu'il estime avoir réussi dans ses expériences? Qu'est-ce qu'il estime avoir loupé dans ses expériences? Vous en apprendrez beaucoup des réponses qu'il vous donnera à des questions simples comme celle-là. D'autres questions simples aussi qui apportent beaucoup d'informations, c'est si un candidat a changé d'entreprise plusieurs fois, à chaque fois, quelles ont été les raisons du changement?
les explications qu'ils vous donneront une vision finalement de son comportement et de ce que lui attend d'une entreprise. Ça permettra par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, de se dire ah oui, c'est quelqu'un dont les valeurs semblent me convenir et convenir à mon entreprise ou pas. Donc voilà, c'est ce type de questions qui permettent d'avoir je dirais d'approcher finalement la compatibilité entre la personne que vous avez en face de vous et vous et votre entreprise. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut voir plusieurs candidats dans l'idéal, il faut arriver à avoir plusieurs candidats dans un délai relativement court pour pouvoir faire une comparaison et pouvoir décider. Là, on a mis 3 à 5 candidats, mais c'est vrai que 3 candidats, c'est vraiment un minimum. Et même, je dirais, si dans la phase de sélection initiale, parmi les CV, vous ne trouvez pas 3 CV qui vous conviennent, prenez les 3 qui vous paraissent les plus intéressants, même s'ils ne conviennent pas complètement, et voyez-les. Le fait alors d'abord, ce qu'il faut avoir confiance, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire des CV et qui sont très bien, pour autant, donc ça existe aussi. Et vous pouvez avoir une bonne surprise sur un mauvais CV, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et si c'est pas le cas, ça vous permet aussi de voir ce que vous n'attendez pas chez quelqu'un et de mettre en valeur la personne que vous aurez vue qui conviendra mieux au poste. C'est vraiment important dans cette phase-là de pouvoir se faire une comparaison. Et donc, je vous dis, s'il y a des CV qui vous paraissent pas super, mais que vous n'avez pas 3 bons CV, faites venir quelqu'un dont le CV vous paraît un peu moins bien et donnez-lui sa chance. Et vous, ça vous donnera une chance de mieux recruter la personne dont vous avez besoin. Et puis l'autre point, c'est durant l'entretien, il faut vraiment remplir une grille d'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut quelque part se garder une trace écrite de son ressenti à chaud. Le ressenti à chaud, il est extrêmement important. Donc, au fur et à mesure que vous ressentez des choses, il faut les mettre sur cette grille d'évaluation. Derrière, vous y reviendrez pour faire une appréciation à froid quand vous aurez à prendre votre décision, mais vous aurez noté ce que vous avez ressenti pendant l'entretien. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc voilà les principaux conseils, je dirais, pour l'entretien d'embauche. Alors, il y a d'autres sujets, David, sur la partie, c'est des sujets qu'il faut aborder aussi, sur les contraintes que la personne peut avoir, le salaire, etc. Mais je te laisse avancer sur le sujet. Ok, merci. Donc, juste pour illustrer ton propos sur l'importance de la grille d'évaluation, pour moi, elle doit être basée essentiellement sur les attendus principaux du chef d'entreprise, que ce soit en compétences techniques, mais aussi en compétences comportementales ou savoir-vivre. On parlait tout à l'heure de soft skills. Pour moi, elles doivent figurer, ou en tout cas les principales, celles sur lesquelles le chef d'entreprise ne transige pas. Pour ça, je vous ai fait un petit exemple d'un recrutement. Alors là, en l'occurrence, c'était un alternant. J'ai pris le dernier en date. C'était un alternant pour une entreprise qui cherchait des compétences pour les réseaux sociaux, pour la communication de son entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, les critères, naturellement, c'était l'expérience sur les réseaux sociaux, mais aussi la curiosité du candidat, savoir aller chercher de l'info, être capable du coup de la restituer dans les posts, dans les commentaires, dans les publications qu'il allait faire, sa créativité aussi, hein, de quelle façon est-ce qu'il était capable. Donc là, certains avaient des books, d'autres avaient amené des réalisations pour évaluer tout ça et puis pour prouver ce savoir-faire-là. Et puis, de manière plus générale, au niveau de la technicité informatique et sur les réseaux sociaux. Donc là, une note, on était parti avec ce client-là sur une note tout simple, hein, histoire de ne pas monter des usines à gaz en plus. Hein, il faut que ce soit très clair. Donc vous avez vu là 4 critères. Bon, on aurait pu en mettre 5, moi je pensais 5 au grand maximum. Une note de 1 à 3, toujours un nombre impair, ça permet comme ça d'éviter une moyenne. Et chaque candidat, là en l'occurrence il y en avait 4,
chaque candidat ont été évalués après chacun des entretiens sur ces critères-là, ce qui a permis à froid, une fois que l'ensemble des candidats ont été vus, reçus, et ben de pouvoir plus facilement les évaluer les uns par rapport aux autres, parce que naturellement, on a tendance à ne se souvenir que du dernier et pas des premiers. Donc là, ça permettait de rééquilibrer les chances et de pouvoir avoir un jugement le plus objectif, hein, je ne dis pas qu'il était objectif, mais en tout cas le moins subjectif, allez, on peut peut-être le dire comme ça, le moins subjectif sur le choix du candidat. Alors David, il y a Denis qui nous demande si c'est possible d'utiliser ce type de grille par rapport à la RGPD. Absolument, parce que ça, il s'agit que d'un outil interne au moment d'un recrutement. Il n'y a pas d'exploitation, pas de classification des salariés, ni d'utilisation commerciale de ce fichier-là. Donc pas d'inquiétude. Et si vous voulez encore être le plus assuré possible, une fois que le recrutement a eu lieu, eh ben, vous supprimerez ce document-là. Ok. Et on a juste eu donc une petite réflexion par rapport aux soft skills. Donc, parce que on nous a demandé de le dire en français. Donc, les soft skills, c'est vraiment, tu m'arrêtes, David, si jamais je me trompe. Mais les soft skills, c'est vraiment les compétences générales. Ça va être plus des compétences au niveau du comportement et au niveau de la personne en elle-même plutôt que des compétences professionnelles. Tout à fait. En parler. Voilà, c'était juste pour rétablir ce petit malentendu. Hop. Je crois que du coup, on peut continuer encore sur les différentes choses à faire pendant l'entretien d'embauche. Tout à fait. Il y a, donc on en a parlé, vendre l'entreprise, ok, mais aussi pour pouvoir attirer le candidat, ne pas parler aussi que du poste. Naturellement, la rémunération est un élément principal, hein, parce qu'on travaille tous pour vivre, donc gagner un minimum d'argent, donc gagner de l'argent suffisamment. Par contre, il faut être là juste dans sa rémunération, qu'elle soit en phase avec le marché, avec les pratiques de l'entreprise aussi, pour pas, même si on est en période de pénurie, on va dire, de main-d'œuvre, ne pas déséquilibrer les équipes internes en proposant un salaire mirobolant pour attirer un candidat. Ça peut être dangereux et pour satisfaire un, on risque d'avoir des problèmes avec la majorité des salariés. Par contre, il peut y avoir une négociation et donc à voir quelle forme elle prend, pas forcément au niveau salaire. Je vous parle là d'une négociation qui a eu lieu avec certains salariés qu'on a embauchés avec des clients. On a joué sur les avantages, que ce soit mutuel, des frais de déplacement. Alors, il y en a de différentes natures, hein. Bon, on n'a pas joué sur des véhicules parce que les postes là ne le méritaient pas, sauf pour un conducteur de travaux qui voulait, lui, c'était important pour lui, un véhicule. Donc, on lui a pris un véhicule de tourisme pour installer son poste de direction, entre guillemets, par rapport à son ancien poste où il était plus, on va dire, responsable de chantier, où là, il roulait en camionnette. Donc, 2-3 places au maximum. Là, le véhicule de tourisme, hein, ça le pose dans son poste et en plus, ça lui confère un avantage en nature certain. Mais il y a aussi des conditions de travail. Pensez à ça aussi, hein. Par exemple, chez des clients boulangers, on a instauré des rotations qui ont permis aux employés d'avoir 2 week-ends sur 3. Et ça, c'est relativement énorme et très apprécié quand ils font des entretiens de recrutement. Pas forcément le salaire, du coup, mais des conditions de travail qui permettent d'attirer du monde. Là, en l'occurrence, il a pu recruter un pâtissier de la grande distribution.
parce que les horaires, parce que d'avoir de temps en temps ses week-ends, ça a été pour lui un avantage conséquent. Pour d'autres, ça peut être aussi d'avoir une politique RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Je pense par exemple à un paysagiste qui l'avait annoncé auprès de ses employés en disant nous, on va dorénavant faire attention et moins mettre en décharge et faire du compost que l'on réutilisera du coup chez nos clients. Deux, double effet qui se coule. Double effet. Le premier, c'est ça lui a évité de la mise en décharge et il a pu réutiliser et recycler ce compost naturel dont il connaissait la provenance dans ses autres chantiers. L'inconvénient, c'est naturellement ramener et décharger chez lui et donc d'avoir une zone de stockage pour composter ses déchets verts. Mais c'était un premier élément et il va en enclencher d'autres puisque cela fonctionne pour pouvoir après communiquer dessus. Mais ça a été du coup un engagement, on va dire, qui lui a permis de fédérer ses équipes. Oui, et je pense, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'attirer des jeunes, le fait d'être capable de montrer des exemples de ce type-là, c'est tout à fait de nature à faire la différence pour un jeune qui va être sensible à ça et de se dire, j'irai plutôt dans cette entreprise qui prend en compte les contraintes environnementales plutôt que dans l'autre, et parfois même à un niveau de salaire différent. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est vraiment, enfin, ça fait partie des sujets auxquels on pense pas forcément, mais qui peuvent permettre d'attirer un candidat. Pareil sur les conditions de travail. Je travaille avec un agriculteur et il a mis en place des nacelles pour faire la cueillette des tomates, parce que les tomates, ça monte relativement haut. Il est le seul dans la région à avoir fait ça, et ça lui a permis de recruter plus facilement des saisonniers. Les saisonniers, il faut les capter à la saison, il faut les faire revenir, et c'est relativement compliqué. Et le fait d'avoir mis ces conditions de travail en place, ça lui permet de recruter plus facilement le moment venu par rapport à ses concurrents. Donc voilà, c'est des choses comme ça peuvent faire la différence. Dans tous les cas, un conseil au moment de l'entretien d'embauche, c'est n'oubliez pas de laisser une bonne image, quelle que soit l'issue du rendez-vous, même si vous ne le prendrez pas, le candidat, même si vous ne l'avez pas trouvé bon, en tout cas qu'il ne correspondait pas et que vous n'allez pas le retenir, laissez-lui une bonne impression parce qu'il peut être porteur, il peut être prescripteur pour votre entreprise, il peut vous amener un autre candidat ou parler de votre entreprise en bien. Ok, alors du coup maintenant on a lancé l'annonce, on a fait l'entretien d'embauche et on a peut-être trouvé la bonne personne et donc il faut l'intégrer, cette bonne personne. Donc ça va être la prochaine étape. Oui, donc je vais prendre la parole. Oui, c'est aussi un point important et on le voit, il y a un certain nombre de patrons qui nous remontent l'information. Des recrutements est compliqué et parfois on voit partir un salarié au bout d'un mois ou deux après avoir été recruté. Et là, c'est la double ou la triple peine parce que on a eu du mal à recruter, on y a passé du temps, on a dépensé de l'énergie pour former la personne et au bout de 2 mois, elle s'en va et il faut tout recommencer. C'est effectivement épuisant. Donc cette partie-là, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir se séparer dans cette période d'intégration de quelqu'un qui n'irait pas, mais l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est quand même, vous l'avez choisi, a priori il correspond aux besoins. Ce serait dommage de le voir partir parce que l'intégration s'est mal passée. Et il faut vraiment avoir en tête que ça arrive. Donc, la première chose, c'est que quelqu'un qui arrive, je pense c'est important qu'il ait le sentiment quand il arrive qu'il est attendu. Et donc tout doit avoir été préparé en amont de son arrivée. Le fait d'avoir préparé un parcours pour lui présenter l'entreprise, les salariés, éventuellement si vous avez un petit livret qui explique l'entreprise, le lui remettre, organiser si c'est nécessaire un mentorat pour que la personne puisse se tourner vers quelqu'un
pour poser des questions quand elle a des questions à poser. Le patron n'est pas toujours disponible. Ça peut être le patron s'il l'est, mais s'il l'est pas, ça peut être quelqu'un d'autre vers qui le nouveau va pouvoir se tourner pour avoir des informations sur l'entreprise. Que le poste soit prêt, hein, si c'est un opérateur qu'il ait ses outils, si c'est un administratif qu'il ait une place pour se poser un ordinateur, enfin voilà, que le poste, que tout soit organisé et qu'il le voit en arrivant. Si vous avez identifié aussi pendant les entretiens de recrutement qu'il y avait des déficits dans certains domaines, idéalement organiser les formations à l'avance ou informer le candidat quand il arrive qu'effectivement vous allez mettre en place ces formations et peut-être demander lui aussi de participer au choix de la formation. Mais vous voyez, c'est vraiment important quand la personne arrive qu'il se sente accueilli. Ensuite, une fois que donc ça c'est vraiment la première phase. Hein. Et puis ensuite, non seulement il faut le faire le premier jour, mais je dirais il faut poursuivre et il faut organiser un suivi de l'intégration. Il faut vraiment avoir des rendez-vous réguliers avec le nouveau pour voir un petit peu qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui le déstabilise, qu'est-ce qui le surprend dans l'entreprise pour lui apporter les informations dont il a besoin. On l'a mis, hein, c'est soit par des rendez-vous réguliers avec vous, soit en mettant en place un mentorat. Et ça vous permet aussi de bien vérifier pendant la période d'essai que la personne que vous avez choisie va bien vous donner satisfaction sur le long terme. Là, c'est pareil, hein, les périodes d'essai, elles sont toutes renouvelables. Si vous avez le moindre doute pendant cette période-là sur le fait que la personne que vous avez recrutée risquerait de ne pas correspondre, qu'elle ne donne pas satisfaction sur certains points, il faut vraiment pas hésiter à lui expliquer posément. C'est peut-être simplement qu'elle n'a pas vu ce que vous attendiez ou pas compris ce que vous attendiez. Donc lui expliquer et lui dire que vous allez reconduire la période d'essai pour vous assurer qu'il a bien compris et qu'il va bien mettre en œuvre ce qui est attendu. C'est vraiment quelque chose d'important. Faut pas hésiter à faire ça. Et puis effectivement, avoir un suivi s'être fixé finalement sur cette période des résultats à atteindre et s'assurer qu'ils sont atteints pour effectivement mesurer la performance et montrer, être factuel sur les attentes qui ne seraient pas satisfaites si c'est le cas. Voilà, cette partie-là est importante et quand on fait ça correctement, on évacue, sauf à vraiment s'être complètement trompé dans la phase de recrutement, ce qui peut arriver, mais on évacue quasiment complètement le risque de voir partir quelqu'un pendant la période d'essai ou quelques mois après le recrutement. Donc, c'est aussi une partie à investir pour que les choses se passent bien. A contrario, je dirais aussi, ça permet de rassurer le recruteur, hein, l'employeur, puisqu'on a toujours pensé recrutement égale charge, égale souci supplémentaire, égale risque de se tromper aussi sur la personne. C'est vrai que lors d'un rendez-vous d'une demi-heure, 1 heure, c'est toujours difficile de se faire une idée exacte. Hein. On peut penser qu'il y a un jeu de rôle ou pas. Alors que là, avec un suivi, au moins dans les premiers temps, régulier ou un tuteur, en fonction de la taille de votre entreprise et de ses capacités-là d'organisation, ça permet d'être beaucoup plus serein sur ce recrutement, à la fois pour vous, employeur, mais aussi à la fois pour le recruter, parce que n'oubliez pas qu'il s'est fait lui aussi une idée de son côté et il va débarquer dans un monde totalement nouveau pour lui, hein, avec des nouveaux collègues, un nouveau chef, des nouveaux objectifs. Donc, il va falloir l'intégrer le plus rapidement possible et le plus sereinement possible pour lui aussi. Ok, Philippe, tu parlais de l'utilisation du coup de la période d'essai. Est-ce que tu préconises de toujours la renouveler ou il faut surtout pas quand même la renouveler à chaque fois? Il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe, au niveau du comportement et des résultats, des objectifs qui sont donnés, ou on peut partir sur faut toujours la renouveler? Alors effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui pratiquent la reconduction automatique de la période d'essai, se disant que ça permet d'avoir plus de temps pour se rendre compte et se faire une opinion. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses.
parce que si tout se passe bien pendant la période d'essai, que la personne vous donne totalement satisfaction, que vous n'avez rien à lui reprocher, et qu'à la fin de la période d'essai, vous lui dites bah, finalement, je vais reconduire la période d'essai pour 1 mois, il va peut-être se dire, il va peut-être se dire, il y a quelque chose que le patron ne dit pas, qui lui convient pas, et puis s'il a quelqu'un d'autre qui lui propose quelque chose, il s'en va. Donc, ça, je l'ai déjà vu arriver. Donc, vraiment, je pense qu'il faut adapter par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité. Si la personne donne satisfaction durant la période d'essai, eh ben, tant mieux, c'est que tout se passe bien et il faut y mettre fin et poursuivre et le dire. Ça aussi, c'est un point important, hein. Beaucoup de patrons oublient d'aller voir leur nouveau salarié à la fin de la période d'essai pour lui dire qu'il est embauché définitivement. Alors, je peux vous dire que tous les candidats, ils savent quel jour se termine la période d'essai et ils sont anxieux de savoir si le patron va les garder ou pas. Donc, c'est extrêmement important, avant la fin de la période d'essai, si vous avez décidé de garder la personne, d'aller la voir et de lui dire. C'est vraiment important, c'est une vraie reconnaissance pour la personne. Et vous gagnerez des points dans son esprit en faisant ça. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Donc, par rapport à ta question, Pauline, non, je pense qu'il faut vraiment adapter à ce qui se passe, à la réalité. Mais par contre, si quelqu'un donne pas satisfaction, il faut pas hésiter à reconduire. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi. Parce que c'est peut-être simplement que la personne, elle n'a pas compris ce que vous attendiez. Elle l'a peut-être simplement pas vu. Et il faut lui dire clairement ce sur quoi vous avez un doute. Et puis après, bah, vous lui avez expliqué, c'est à elle de saisir sa chance et de faire ce qu'il faut pour vous donner satisfaction, vous montrer qu'elle a compris et que ça lui convient, ou pas. Ok. Je suis entièrement d'accord avec Philippe sur tout ce qu'il a dit, effectivement, sur la reconduction ou pas de la période d'essai. Et j'allais dire même, il y a une autre sécurité, parce que si vraiment il y a cet aspect, je sais pas, anxiogène de se dire le candidat, je l'embauche ou pas, dire ça ne coûte pas grand-chose en entreprise. En plus, même s'il faut dans la première année se séparer du candidat parce que ben on n'aurait pas vu certaines choses immédiatement, il a donné satisfaction au démarrage, ça ne coûte pas grand-chose de se séparer d'un salarié dans la première année. Donc, inutile de faire une reconduction automatique. On risque peut-être, comme l'a dit Philippe, et je suis d'accord avec lui, de perdre un bon candidat. D'accord, très bien. Je crois que vous aviez un exemple aussi de parcours d'intégration. Oui, on avait mis un exemple d'un parcours d'intégration juste pour montrer effectivement sous quelle forme ça peut se présenter et finalement c'est relativement simple. Mais ce qui est important, c'est que ça permet de fixer un certain nombre de choses et ça c'est un parcours d'intégration qui avait été remis au candidat quand il est arrivé et qui a été remis aussi aux différentes personnes de l'entreprise pour dire ben voilà voilà comment on va accueillir et comment j'attends que vous accueilliez ce candidat. C'est aussi extrêmement important. Donc, vous voyez, on avait remis les choses, même si c'est des choses qui sont basiques, mais la présentation par le patron du nouveau aux équipes, la présentation à la personne qui s'occupe de la partie administrative et qui va je dirais dans une première partie, s'occuper de régler toutes ces formalités administratives pour que tout soit calé de ce côté-là le plus rapidement possible. Dans l'entreprise, il y avait aussi un aspect sécurité relativement important et donc le patron prenait le temps de présenter les consignes de sécurité aux nouveaux candidats avec les petits risques typiques sur les chantiers, etc., pour que la personne soit consciente de ça et que quelque part elle soit attentive et qu'elle voit que le patron est attentif à ça, donc elle le sera d'autant plus. Et puis derrière, le démarrage avec une équipe et la prise en main par un conducteur de chantier du nouveau pour la période. Et surtout, à la fin, montrer qu'il y a un bilan qui a été fait avec le patron au bout d'une semaine pour voir un petit peu comment les choses s'étaient passées dans la semaine et qu'est-ce qui avait bien fonctionné, moins bien fonctionné, les questions, les surprises. Et ça a été reconduit régulièrement avec le patron pour s'assurer que l'intégration se passait bien. Voilà, et ça, c'est important de
non seulement de le dire, mais de l'écrire et de le donner à la personne. Ça lui permet de voir qu'il est attendu et que les choses vont se dérouler correctement. Ok, parfait. Et donc, on peut passer à l'anticipation. Après tous ces conseils qu'on espère satisfaisants, on a essayé donc de répondre à l'urgence. On a essayé de préparer cet entretien. On veut surtout, nous, notre rôle de conseiller Rivalis, c'est d'apporter une vision sur l'avenir et une anticipation des choses. Pourquoi? Parce que l'anticipation est la meilleure amie du chef d'entreprise pour qu'il soit le plus serein possible. Si on met de côté donc ce recrutement à court terme, le mieux pour éviter d'avoir à faire des recrutements, c'est que son personnel déjà en place se sente bien. Donc, il faut pour ça s'entretenir régulièrement avec lui. De même qu'il faut éventuellement anticiper et prévoir les éventuels besoins, soit par développement de l'activité, soit par ses entretiens avec son personnel, où je vous rappelle qu'il y a un entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans à faire, qui permet là aussi éventuellement, en plus de l'entretien d'évaluation, de voir l'état d'esprit de son personnel. Toujours développer et alimenter ses réseaux. On l'a vu, c'était un axe important pour avoir des candidats facilement, donc que ce soit ses réseaux pro, ses réseaux personnels. Élaborer ou mettre en œuvre une politique RSE. Ça peut être un argument qui va prendre de plus en plus de poids auprès des jeunes générations. Développer sa marque entreprise, pour ça, la faire reconnaître le nom de son entreprise et ses qualités humaines, ses qualités environnementales, qu'elles soient signifiantes et significatives quand vous allez devoir communiquer dessus pour, par exemple, une annonce d'embauche. Et puis aussi, apprendre à recruter, on va dire, à bien recruter, c'est-à-dire au moins à se donner les moyens d'être dans la meilleure position possible pour recruter. On vous a cité plusieurs moyens, plusieurs exemples aussi pour être dans la meilleure situation qui soit, pour que votre ambition pour votre entreprise soit alimentée, que ce soit en termes de business, mais aussi en termes de bras pour pouvoir soutenir le développement. Je crois que cette partie-là est vraiment importante. Hein. C'est le dernier point, apprendre à recruter. Le recrutement, c'est quelque chose que les patrons de petites entreprises font peut-être pas régulièrement. Et quand on fait pas quelque chose, quand on fait quelque chose exceptionnellement ou quand on le fait pas régulièrement, eh ben on sait pas bien faire. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas rester dans cette situation et d'en apprendre à recruter. Ça peut être de prendre régulièrement des stagiaires parce que quelque part, ça oblige à avoir différentes personnes, à apprendre à sélectionner parmi différents candidats, prendre des apprentis, prendre des intérimaires. Quelque part, apprendre à recruter, c'est quelque chose que tout patron doit pouvoir faire finalement n'importe quand, parce que dans n'importe quelle entreprise, on peut être face à une difficulté majeure si on n'est pas capable de recruter rapidement. Et donc, développer ses réseaux sociaux, apprendre à recruter et à intégrer, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire régulièrement. Apprendre à former aussi, parce que c'est pas évident quand on a un nouveau qui arrive dans l'entreprise. Détecter ce dont il va avoir besoin et ce qui lui manque pour que les choses se passent bien et lui amener la formation ou le compagnonnage nécessaire. Voilà, c'est des choses, quand on le fait exceptionnellement, on ne sait pas bien faire. Donc, une des recommandations, c'est même si vous n'avez pas un besoin urgent de recruter, n'hésitez pas à prendre des stagiaires sur des sujets qui vous permettront de débloquer des sujets sur votre entreprise ou des apprentis. C'est des solutions qui coûtent pas très cher, qui permettent de faire avancer des points sur lesquels, des choses sur lesquelles vous avez toujours rêvé d'avancer, que vous n'avez jamais réussi à faire avancer parce que vous n'avez pas le temps de le faire.
Ça va vous permettre de débloquer ça. Et en parallèle, ça va vous apprendre à recruter. Et quand vous aurez à le faire pour un recrutement important pour l'entreprise, bah, vous serez entraîné. Et pareil, vous aurez développé vos réseaux, etc. C'est vraiment l'anticipation, c'est ça. Un patron doit être capable de recruter rapidement dans n'importe quelle situation. Ok, bah merci beaucoup. Alors, on a un petit peu dépassé l'heure pour l'instant, donc on va finir assez rapidement. Je vois qu'il y a quelques questions, donc on va pouvoir y répondre. Je voulais juste du coup vous remercier, David et Philippe, pour votre temps et pour ces précieux conseils. Je pense que ça a beaucoup aidé. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur de vous faire accompagner dans votre gestion d'entreprise. C'est hyper important et puis ça peut toujours prendre de la hauteur sur la gestion et que vous puissiez avoir l'aide de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions et les meilleures décisions pour votre entreprise. Un conseiller proche de chez vous va vous recontacter gratuitement dans les prochains jours pour que vous puissiez échanger avec lui sur votre situation. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions pour vraiment continuer dans l'échange et avoir le plus d'informations possible pour faire face du coup à ces difficultés de recrutement. On peut passer aux questions si vous êtes d'accord, Philippe et David. Bien sûr. Alors, on a eu une question. Est-ce que le patron peut-il demander à un des salariés, donc plus anciens, de participer à l'entretien d'embauche pour avoir un avis supplémentaire? Alors là, qui vous voulez? Qui vous voulez? Alors ne multipliez pas, c'est-à-dire qu'il faut pas que l'entretien d'embauche se transforme en tribunal. C'est-à-dire qu'au-delà de 2, c'est compliqué. Mais 2, au contraire, ça permettra vous serez 2 à ressentir la personne qui est en face, à voir des choses différentes parce qu'on regarde les choses différemment et ça vous permettra de comparer vos avis derrière, bien sûr, bien sûr. Et ça peut être pendant l'entretien, mais ça peut être aussi en décalé, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'entretien et vous pouvez demander à quelqu'un de faire visiter l'entreprise et de voir comment la personne réagit en visitant l'entreprise. Et derrière, vous faites un débrief de la façon dont ça s'est passé. Ça peut être ça, mais prendre l'avis de quelqu'un d'autre, c'est effectivement important. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ok. Je mettrais juste un petit bémol là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. 2, c'est bien. Attention à quel salarié, pour pas induire éventuellement après un rapport hiérarchique entre les deux, s'il n'y a pas lieu qu'il y en ait un. Donc avoir le salarié en question. Mais oui, c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis. D'accord. Et on a eu une deuxième question. Le salaire se communique-t-il sur l'annonce ou seulement en entretien? Bon, alors, surtout pas sur l'annonce. Vous ne savez pas ce qu'attend le candidat. Donc, laissez-le vous le dire. Vous savez combien vous êtes prêt à mettre. Vous savez pas combien la personne veut en face. Donc, faites-le parler là-dessus aussi. Et puis surtout, on a bien dit qu'il n'y avait pas que le salaire qui comptait, et de plus en plus, donc inutile de centrer toute la discussion là-dessus. Ouais, tout à fait. Il y a des gens qui vont attendre, comme le soulignait David, de pouvoir avoir leur week-end, ou certains week-ends, même s'ils travaillent dans le commerce. Et ça peut être beaucoup plus important pour eux que d'avoir un salaire élevé. Et ça, vous le savez pas quand vous publiez l'annonce. Et c'est important de le voir venir et de réagir par rapport à ça. Ok, et on a encore une question. Oui, c'est une question. Malgré les annonces sexy, on n'arrive pas à recruter. Les commentaires laissés la trouvent limite trop sexy et la pensent mensongère. Avez-vous une solution? Bah, c'est vrai qu'il faut attirer l'œil, mais il faut aussi donner confiance. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une description de poste sommaire mais claire. Dessinateur, maçon, enfin vraiment une fonction très claire. Et puis il faut donner envie en donnant une description des savoir-faire de l'entreprise. Je veux dire, c'est toujours pareil, il faut en faire suffisamment et pas trop. Et effectivement, dans certaines annonces, on peut donner le sentiment de faire trop. Mais là, c'est pareil. Rédiger une annonce, posez la question aux gens autour de vous, les gens en qui vous avez confiance, demandez-leur, mais est-ce que vous répondriez à cette annonce?
Et sinon, pourquoi? Et corriger en fonction. Vous n'êtes pas seul. En fait, c'est un message important, c'est vous n'êtes pas seul et c'est important de prendre l'avis des gens autour de vous sur des sujets comme ça. Ok, on a une suggestion de Vincent qui dit il faut susciter la curiosité. Oui, aussi. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Pour ce soir, en tout cas. Donc, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube. Et on vous donne des conseils, des tutos. Vous aurez accès à des tutos, de l'actu, des témoignages et plein d'autres choses, plein de contenus pour vous aider au quotidien dans votre rôle de patron. Et surtout pour être aussi informé des prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, être informé et vous inscrire et continuer de nous suivre sur les webinaires. Il y en a normalement toutes les 2 semaines. Là, on reprend et il y en aura toutes les 2 semaines. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Philippe et à David encore pour votre temps, vos conseils. On espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve très vite dans un prochain. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Avec plaisir. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir.